pourriez nous dire deux mots de Médor? Médor, c'est un magazine trimestriel qui a été fondé en Belgique il y a 5 ans par une équipe de journalistes qui était soucieuse de réhabiliter le journalisme d'investigation et de faire un travail journalistique approfondi. Et donc on essaye de passer du temps sur des enquêtes ou des reportages approfondis pour fournir une information de grande qualité à notre public. On avait l'impression que ça manquait en Belgique et qu'il était important de pouvoir fournir cette information de manière indépendante. Vous pourriez nous dire un peu ce qui vous a poussé à faire cette recherche concernant les questions autour des dons d'ovocytes? Alors c'est précisément le fait d'avoir été interpellée par des femmes qui vivaient cette situation, donc notamment une qui est le personnage central de mon article, mais j'en ai rencontré beaucoup d'autres, qui avait besoin d'un don d'ovocytes pour pouvoir tomber enceinte et qui était un peu sidérée de l'absence d'informations dans le débat public. Elle avait évidemment des informations en direct par ses médecins, mais autour d'elle personne ne connaissait ce principe du don d'ovocytes et que du coup ça n'encourageait pas non plus les donneuses. Et c'est vraiment en rencontrant des personnes confrontées à l'infertilité que je me suis dit mais c'est un sujet totalement méconnu et très peu couvert par les médias. À vous lire, ce qui frappe d'emblée, c'est le hiatus qu'il y a entre la demande d'ovocytes et puis le manque de donneuses. Oui. Alors vous traitez ça en Belgique, mais aussi cette question s'élargit aux questions de l'Europe, puisque vous parlez même du souk européen autour des ovocytes. Donc pourriez nous en dire quelque chose? Je parle de souk procréatif parce que chaque pays européen a ses propres lois et ses propres manières d'interpréter aussi des directives européennes en la matière. Donc en Belgique, c'est ce qui se passe dans tous les pays occidentaux, c'est que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ou un désir d'enfant de plus en plus tard. Ça augmente le risque d'infertilité. Il y a donc de plus en plus de femmes infertiles qui, si elles veulent mener une grossesse à bien, doivent recourir au don d'ovocytes. Par contre, de l'autre côté, le nombre de donneuses spontanées qui ont envie de donner des ovocytes reste très très faible en Belgique. Il faut savoir que c'est un acte médical assez lourd, qui est aussi un acte symbolique important, puisqu'on donne du matériau biologique. Et donc il n'y a pratiquement pas ou très peu de donneuses spontanées qui se présentent dans les hôpitaux. Et c'est là qu'intervient la grande différence entre les pays européens, c'est qu'en Belgique, on n'a pas d'incitant financier qui ferait que des donneuses se présentent pour des raisons économiques. Et tant mieux, bien sûr, puisque je dénonce le fait qu'on fasse des dons d'ovocytes pour des raisons financières. Oui, vous dénoncez la marchandisation d'une détresse, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je pense que ce qui se passe en Espagne, où là on offre et on communique sur le fait qu'on va donner une contrepartie financière aux femmes, ça crée un marché où des jeunes filles, parfois très jeunes, donnent leurs ovocytes pour se faire de l'argent. Et cela peut amener évidemment des dérives et parfois un impact rarement physique, mais parfois psychologique, qui est très peu étudié et je pense très mal compris et totalement ignoré. J'ai rencontré dans une clinique privée à Barcelone le responsable du département de procréation médicalement assistée, parlait de manière assez ouverte. Il y a d'autres endroits où j'ai eu droit un peu plus de langue de bois, mais lui il était assez direct et il m'expliquait qu'il recherchait des jeunes donneuses, donc, évidemment les plus jeunes possibles, puisque la qualité des ovocytes dépend de l'âge, donc des jeunes filles de 18-20 ans, si possible avec des yeux bleus, des cheveux blonds, un type d'Europe du Nord, parce qu'il y a de plus en plus de receveuses, donc de femmes qui ont besoin d'ovocytes, qui se rendent dans ces cliniques espagnoles. Ils proposent en tout cas que les enfants aient une certaine ressemblance, en tout cas le même type physique que leurs parents. Il faut évidemment que la donneuse ait le même type physique. Donc si on a des receveuses qui viennent d'Allemagne, de Belgique ou des Pays-Bas, il faut qu'on puisse leur proposer des donneuses qui ont un type blond, des yeux clairs, une peau blanche, pour que leur futur enfant puisse leur ressembler. Ils parlent d'enfants plausibles, donc qu'on puisse en tout cas ne pas se poser de questions en voyant cet enfant avec ses parents. Oui, vous dites même que ça va un peu plus loin. Ils recrutent des donneuses qui ont un groupe sanguin identique à celui des parents ou de la receveuse pour que, alors qu'il n'y a aucune indication médicale à ça, on peut porter un enfant qui a un autre groupe sanguin, mais pour que plus tard, un médecin ne s'étonne pas de cette différence éventuelle de groupe sanguin entre l'enfant et ses parents
Et pourquoi on veut éviter ça? Pour qu'on puisse éventuellement garder le secret de l'origine de la conception de cet enfant. Et ça, je trouve ça vraiment étonnant et même choquant quand on sait aujourd'hui toutes les difficultés que rencontrent des enfants issus de l'adoption ou issus du don de sperme, puisqu'on a plus de recul sur le don de sperme par rapport à cette recherche d'origine, qu'on puisse au minimum leur dire dans quelles conditions ils ont été conçus. Ça me semble aujourd'hui, en 2020, 2021, quelque chose de très important. Tu as rencontré dans ce que le jargon médical on appelle des receveuses et as-tu eu l'occasion de voir avec elles au fond comment elles se situaient par rapport à ce vouloir d'enfant? Oui, alors j'ai rencontré de nombreuses receveuses, certaines qui ont eu un enfant, d'autres qui étaient encore dans des tentatives. Il y en a une qui m'a dit « c'est plus simple pour moi de m'acharner que de renoncer ». Et ça, je trouvais que c'était vraiment assez fort comme phrase, parce que de l'extérieur, on peut se demander à un moment pourquoi s'acharner à ce point. Dans certains cas, hein, parfois il y a vraiment des tentatives successives pendant plusieurs années, et elle me disait mais le deuil serait une démarche encore beaucoup plus grande que de faire une étape supplémentaire. Donc certaines personnes vivent ça comme ça, un désir qui va très loin. Mais par contre j'ai rencontré aussi toutes sortes de personnes avec des parcours très différents, des avis très différents. Bon, alors très souvent ça fonctionne aussi, hein, donc on va dire que les étapes de la procréation médicalement assistée sont couronnées, on va dire j'aime pas dire succès parce que c'est comme si c'était un échec dans d'autres cas, mais c'est vécu comme ça quand même malgré tout. Voilà, mais j'ai rencontré de tout, des personnes qui ne veulent pas aller trop loin justement dans les étapes techniques, ou qui ne veulent pas aller à l'étranger, qui mettent une barrière à un moment, qui disent si ça ne marche pas, alors on passe à autre chose. Et puis d'autres qui veulent tenter tout ce qui est possible pour avoir un enfant, pour avoir une grossesse. Voilà, j'ai vraiment, en tout cas je crois que c'est ça que j'en retiens. Il y a énormément de points de vue différents et de positions différents par rapport au parcours PMA d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre. Et c'est bien normal, et c'est pour ça aussi qu'il faut ouvrir le débat, parce que les points de vue sont très variés. Merci. Merci à vous.